je tiens à rappeler à tout le monde que ces conférences sont publiques, elles ne sont pas du tout réservées aux adhérents de l'association. Petite particularité ce soir, la conférence qui va vous être donnée ici en direct va aussi être relayée par Internet et envoyée vers 7 sites différents, 6 cyberbases, plus une maison de retraite, envoyés en direct. Donc nous avons des spectateurs et des auditeurs spectateurs à travers tout le département. Alors c'est un vrai plaisir. Je profite de l'occasion pour saluer toutes ces cyberbases et cette maison de retraite, et nous espérons étendre l'ensemble de notre réseau à 19 sites pendant cette année, 19 sites. Ceci est rendu possible parce que le Conseil général a créé donc un portail dont nous avons été les premiers utilisateurs, qui s'appelle Web Campus 64, et vous pouvez retrouver 10 des conférences qui ont été données l'an dernier sur ce site. Elles sont retravaillées, elles sont d'abord diffusées en direct et puis ensuite elles sont mises à disposition du public après un découpage qui permet de les voir et de les entendre dans des conditions agréables. Donc, j'en dirai pas plus ce soir. Normalement, nous sommes en système interactif, c'est-à-dire qu'à la fin de la conférence, on pourrait avoir des questions venant des diverses cyberbases ou bien des questions de la salle et la réponse du conférencier. Donc, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Vous retrouvez toutes les conférences donc, sur le site Web Campus 64. Et puis, bonne soirée à tous. Je vous laisse au conférencier. Bon, bonsoir. Je suis le nouveau directeur de l'UTLA. Je remplace Bernard Dupérin, qui a été directeur pendant 16 ans. Il a voulu souffler un peu. 16 ans, c'est un bail. Le directeur doit être un enseignant en exercice d'université, puisque l'UTLA est hébergé par l'université. Et donc, le président de l'université a souhaité, dans le cadre d'une convention que notre président a négociée avec lui, il a négocié cette règle qu'il y ait une espèce de caution scientifique par le biais donc d'un enseignant en exercice. Et donc je suis cet enseignant. Je suis enseignant en sciences économiques et je viens de démarrer donc ma carrière de directeur de l'UTLA. En plus de mes fonctions d'enseignant, c'est quelque chose qui s'ajoute. Alors, ce soir, ça tombe vraiment bien. Moi, je suis pour rien dans la programmation de cette conférence, puisque c'est Anna qui est chargée de la préparation. Je m'approche du micro. Nous avons une chargée de communication qui prépare ces conférences. Et elle avait eu la judicieuse idée de penser que quelques jours après la fin de la Coupe du Monde, il serait vraiment intéressant d'accueillir quelqu'un qui connaît bien le rugby et quelqu'un qui nous parlerait du rugby après la fin de la Coupe du Monde. C'est-à-dire dans un contexte un tout petit peu plus calme que pendant la Coupe du Monde. Enfin, je ne sais pas si c'est aussi calme que ça. Mais... Alors, il faut savoir que les universitaires, ça se sait assez peu. Il n'y a pas que les médias qui parlent de sport. Les universitaires s'intéressent beaucoup au sport. C'est même des spécialités. Il y a des chercheurs qui travaillent en médecine du sport, en sociologie du sport, en histoire du sport. Nous avions ici, je ne sais pas si Jean-Paul le connaissait, mais nous avions un éminent collègue qui avait écrit une histoire mondiale du rugby, un professeur d'histoire qui s'appelait M. Baudis, qui a fait un monument mondialement reconnu sur l'histoire du rugby. Une œuvre universitaire. Il y a aussi une discipline qui s'appelle économie du sport, pour la gestion, toutes les questions de place du sport dans l'économie, puisque ça devient un thème majeur, et je pense que peut-être Jean-Paul nous en parlera, puisque ça va être peut-être une des clés de l'explication de pourquoi le rugby a autant changé depuis quelques années. C'est peut-être qu'il a une insertion dans le système économique qui a beaucoup évolué. Il y a aussi des spécialistes de la sociologie du sport en France, notamment à l'Institut national du sport et de l'éducation physique à Paris. Il y a une section sociologie du sport, il y a une trentaine de chercheurs qui travaillent pour décrypter le phénomène sport. Donc vous voyez que les universitaires, on est vraiment branchés, entre guillemets, sur le phénomène sport. Et comme toujours, les universitaires ne sont pas d'accord entre eux. C'est même le rôle, je pense, des universitaires de débattre. Il y a des universitaires qui penchent pour la thèse du sport comme phénomène naturel, éternel, consubstantiel à l'essence de la nature humaine, une activité saine par nature, qui est donc, depuis les Jeux Olympiques en Grèce, il y a plusieurs siècles jusqu'à aujourd'hui, ça serait un peu le même système qui existerait. Mais il y a aussi des universitaires qui pensent, et je pense que ça va me permettre de faire la transition avec le début de la conférence, qui pensent que le sport, c'est
un phénomène historique et social. Le sport d'aujourd'hui n'est pas le sport d'hier. La manière dont le système des sports s'insère aujourd'hui dans la société, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Le sport aujourd'hui a une place tout à fait particulière. C'est dû aux médias, notamment aux médias télévisés. Je pense que Jean-Paul nous en reparlera. La place qu'a occupée TF1 dans la dernière Coupe du Monde avec des recettes publicitaires colossales, tout ça a modifié profondément la vision du sport, du rugby d'avant. Et je crois que c'est toute la thèse soutenue par Jean-Paul dans ce livre qui s'appelle Mélo-Mélo. Édité, ça je voulais dire un petit mot aussi, par les éditions Kern. Leur éditeur Jean-Luc Kerebel n'a pas pu venir ce soir, mais c'est une maison d'édition paloise. À la sortie, vous aurez la possibilité d'acheter le livre et de le faire dédicacer, mais vous aurez aussi le catalogue de ces éditions qui est remarquable. Le travail qui est fait par M. Kerebel avec son équipe, sa petite équipe restreinte, est extraordinaire. Il travaille sur le régionalisme, sur beaucoup de choses. Ils font un travail très original dans des conditions difficiles. Vous savez que l'édition aujourd'hui, surtout les petites maisons, ont beaucoup de difficultés. Donc il faut aussi féliciter l'équipe des éditions Kern. Et vous verrez tout ce qu'ils produisent, c'est étonnant. Voilà, je crois que je vais passer la parole à Jean-Paul Ray. Vous dire un tout petit mot, c'est un très très grand spécialiste du rugby, puisqu'il a travaillé longtemps dans la Bible du média sportif consacré à ce sport qui est Midi Olympique. Il a travaillé à Midi Libre, il a travaillé au Monde, donc c'est vraiment quelqu'un qui sait de quoi il nous parle. Et il va, je pense, nous montrer explicitement que le rugby n'est pas apparu seulement lorsqu'il était sur les écrans de TF1 avec des paillettes et des calendriers avec des joueurs tout nus, comme on voit maintenant à Paris. C'est un succès d'édition colossal. Je crois qu'une des phrases favorites de Jean-Paul Ray, c'est de dire le rugby n'est pas né avec Max Guazzini. Et Max Guazzini, c'est qui? C'est le président du Stade français, c'est ça? Et qui a porté effectivement le rugby vers les paillettes, vers une hyper-professionnalisation, vers la publicité, vers beaucoup de showbiz. Et je pense que ce n'est pas sa tasse de thé. Mais enfin, on va voir, c'est lui qui va nous le préciser. Bon, à toi la parole. Alors, comme l'a dit Raoul, il y aura un dialogue avec la salle ensuite. Alors, bonsoir, merci à tous et à toutes d'être venus. Très nombreux, ça fait plaisir. Je vois que comme dans le rugby d'aujourd'hui, il y a pas beaucoup de monde en première ligne. On préfère être derrière pour jouer à la baballe, marquer beaucoup d'essais et toucher beaucoup de primes. Bon, alors pendant que je vais vous parler, je vous avoue d'ailleurs en préambule que c'est une expérience tout à fait nouvelle pour moi, puisque toute ma carrière j'ai fait des articles, mais c'est la première fois que je me retrouve dans un amphithéâtre. Mon frère connaît bien ça, puisque lui il est professeur de faculté en géologie à Toulouse. Mais moi je débute dans la carrière, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. Donc je vais vous exposer quelques petites pensées que m'inspire le rugby d'aujourd'hui par rapport au rugby d'hier. Et puis après, et surtout, je suis là pour débattre avec vous. Et pour que vous ne vous ennuyiez pas pendant que je vais vous parler, je vais faire défiler sur l'écran un diaporama qui sont des photos que je collectionne depuis mon adolescence, des photos de rugby bien entendu. Et nombre de ces photos font partie du livre que je viens de sortir chez Kern, Mélo-Mélo. Vous verrez que ce sont des photos en noir et blanc, bien entendu, même si certaines sont en couleur, parce qu'à l'origine elles ont été prises en couleur, mais dans le livre on a voulu les publier en noir et blanc parce que ce livre est quand même teinté de pas mal de nostalgie et de mélancolie. Et ce livre aussi, c'est tout simplement le témoignage d'un certain rugby, que j'appellerai mon rugby, car chacun d'entre vous, d'entre nous, possède son rugby. Je crois que c'est un sport que on s'est tous approprié par rapport à notre ville, à notre club préféré, aux joueurs qui ont bercé notre enfance, notre adolescence. Et puis voilà que depuis 1995, il est arrivé un autre rugby. Alors en écrivant ce livre, j'ai cherché un terme pour le qualifier et honteusement, je ne l'ai pas trouvé. Donc dans le livre, ça y est pas. Et ça m'est venu plus tard. Je me suis dit, moi, mon rugby, votre rugby, c'est R-U-G-B-Y. Et maintenant, notre rugby, je l'appellerai le rugbyz, avec un Z. Un Z pour showbiz, autrement dit spectacle, et business. Même si ça ne s'écrit pas tout à fait avec un Z, business, moi je l'y mets.
Je pense que ça symbolise un peu l'opposition de ces deux jeux, qui fait que beaucoup de gens de ma génération ne se retrouvent plus dans le rugby d'aujourd'hui, ne comprennent plus très bien ce qui s'y passe et pourquoi cela se passe. Mais ces deux mondes, ces deux rugby sont quand même condamnés à coexister. Même s'il y a une guerre larvée, plus ou moins larvée d'ailleurs. C'est souvent un couteau tiré entre le rugby amateur représenté par la Fédération française de rugby et le rugby professionnel représenté par la Ligue. Donc entre Bernard Lapassé, président de la Fédération, nouveau président du board. Le board, c'est l'organisme international qui dirige le rugby mondial. Et puis Serge Blanco, qui est le représentant, le président de la Ligue, qui représente les clubs professionnels en France. Et il y a une vraie guerre, mais qui existe dans tous les autres sports, comme le football, comme le cyclisme, où il y a un antagonisme entre le rugby, le sport amateur et le sport professionnel. Alors les matchs et les joueurs qu'on a vus à mon époque, du temps de mon rugby, de votre rugby, ils n'étaient pas tous meilleurs que ceux du rugby. Ça, il faut bien l'avouer. Il y a eu quelques 3-0, 0, 3-0, 0-0, quelques bagarres monumentales qui ne sont pas à l'honneur du rugby que nous avons connu. Mais, il faut que j'actionne la souris, excusez-moi. Le diaporama, c'est... Je crois que ouais, je ne le vois pas, le truc. Ah, ça y est, ouais. C'est ça? La flèche bleue à gauche, là, voilà. Ouais, non, l'autre. Ça va être automatique, hein? Voilà. Non, c'est pas automatique. C'était quoi ça? Je crois que ça va être... sinon, il va venir me l'actionner. Il n'y a qu'à se souvenir... C'est bon? Je suis un journaliste, à mon époque, on écrivait avec un porte-plume sur du papier blanc. L'ordinateur, on l'a connu que sur le tard, dans les années 80, et sans aucune formation. Alors vous m'excuserez de ne pas savoir manier ces bêtes-là d'une manière très... Ça défile là. Oui, ça va défiler. Donc ce sont des photos que je vous mets pour vous distraire. Elles ont été prises, par exemple, celle-là pendant une tournée en Afrique du Sud de l'équipe de France. Ça, c'était les Springboks qui étaient en tournée à Tarbes. Vous allez voir plein de photos du passé, et j'espère que ça vous distraira, que ça permettra de m'écouter d'une manière, ça c'est André Boniface, d'une manière très agréable. Donc les matchs et les joueurs d'aujourd'hui ne sont pas tous meilleurs que ceux d'hier. Il n'y a qu'à se souvenir du France-Argentine qui a ouvert la Coupe du Monde il y a quelques jours, ou du 2-1 massacré par Harry Nordoki contre l'Angleterre en match de préparation à Marseille. Jean Prat a dû s'en retourner dans sa tombe et se dire qu'il y a des coups de pied au derrière et qu'ils se perdent. Il faut savoir que Jean Prat n'a pas hésité, durant sa carrière, Monsieur Rugby, à donner un grand coup de pied à son propre frère Maurice, international lui aussi, devant des milliers de spectateurs, au prétexte que Maurice Prat avait mal ajusté une passe. Aujourd'hui, Jean Prat, il choperait pas mal de crampes s'il devait donner un coup de pied au cul à tous ceux qui font une mauvaise passe. Ceci dit en passant. C'est donc au nom de ce seul rugby-là, celui de Jean Prat et de Lucien Mias, où l'on respectait le jeu et l'équipier qui a fait l'effort de se démarquer ou de gagner la ballon, que je vais vous parler aujourd'hui. Les gens comme moi se comptent de moins en moins nombreux dans les stades du rugby professionnel, du rugbyz. Ils n'y reconnaissent plus grand-chose, que ce soit sur le terrain ou dans son environnement. Dès lors, il y a deux solutions, ou se taire, ou prendre la parole pour dire haut et fort si le rugbyz peut exister aujourd'hui et faire vivre très confortablement, je vous permettez-moi de vous le dire, ils ne sont pas à plaindre de plus en plus de monde, c'est parce que mon rugby, parce que votre rugby a existé et a propagé des valeurs pendant 172 ans. Et si vous voulez que le rugbyz dure aussi longtemps, et là je m'adresse aux jeunes ou aux nouveaux dirigeants et aux nouveaux spectateurs, souvenez-vous des valeurs de mon rugby pour les transmettre à votre tour. Que voulez-vous? Je ne puis me résoudre à constater que ce nouveau public, en particulier les jeunes, ignore qui est Serge Blanco. Ils ne savent pas que c'est un arrière comme on n'en avait jamais vu, comme on n'en reverra sans doute jamais, et qu'on l'avait surnommé le Pelé du rugby. Ils ne savent pas que Philippe Sella a battu le record des sélections avec 100 capes en 1994. Ils ignorent que Max Guazzini a été, avant d'être président du Stade français, a été chanteur
et a été surtout secrétaire particulier de Dalida. Après, il a repris un club centenaire, mais il ne savait pas, ou il ne l'a peut-être pas assez dit, ou les gens ne le savaient pas, les gens d'aujourd'hui, que ce club, le Stade Français, bien avant que Masguazini le reprenne, collectionnait les boucliers de Brennus, puisqu'au début du siècle, c'est un club qui a été sacré à maintes reprises. Pour ces jeunes, Masguazini a inventé le rugby, en même temps que le Stade Français, et Blanco n'est que le président de la Ligue, et c'est là, consultant un Canal+. Et qu'est-ce que vous voulez? J'ai le poil hérissé quand je vois de mes propres yeux un capitaine du 15 de France, que j'aurai la charité de ne pas nommer, avouer à André Boniface que ce nom ne lui dit rien. Mais j'ai aussi le cœur rempli de gratitude quand je vois un Philippe Dintran reconnaître sur une photo jaunie les joueurs qui formaient l'équipe du Stade Oceste-Tarbé, champion de France en 1920. Et j'imagine qu'il en est de même pour vous, Béarnais et Palois, quand vous voyez que les jeunes de la section d'aujourd'hui ignorent parfois jusqu'au nom de François Moncla, Jean-Pierre Sox ou des frères Cazenave. C'est comme si le jeu de passe qu'est le rugby s'était interrompu, comme si chaque joueur, chaque club professionnel ne voyait pas plus loin que le devant de sa porte. J'avoue qu'il est paradoxal de se poser de telles questions sur le rugby au moment où la Coupe du Monde vient de se terminer, avec un très grand succès, il faut le reconnaître, enfin, du moins au point de vue de la convivialité, de son organisation et des affluences au stade et de l'état d'esprit général qui a régné, en particulier autour des stades. Par contre, mieux vaut ne pas parler du jeu lui-même ni de l'équipe de France, du moins pour le moment, car ce n'est pas le sujet principal de mon intervention. En revanche, au moment du débat que j'aurai avec vous et avec les internautes dans quelques instants, on pourra en parler autant que vous le voulez et sans le moindre tabou. Alors la première question qu'on peut se poser est celle-ci. S'il n'y a jamais eu autant de monde dans les stades de rugby professionnels, les amoureux de ce jeu ne se sont jamais autant interrogés. Alors qu'ils s'en différenciaient, le rugby ne devient-il pas un sport comme les autres? Alors de 1823 à 1987, date de la première Coupe du Monde, le rugby n'a jamais été qu'un jeu. On le pratiquait dans les cours de récréation. Vous vous souvenez, il fallait feinter les arbres ou les arches des préaux pour ne pas se fracasser le crâne. On jouait également beaucoup dans la rue. Il n'y avait pas beaucoup de voitures. On n'avait pas de ballon, mais qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un béret, on le roulait, et puis ça servait de ballon. Et ça nous permettait au moins d'être à droite et de bien nous amuser. Le dimanche, on se rendait au stade. On y allait à pied, forcément. Et figurez-vous qu'on avait 3 matchs pour le prix d'un seul. Le match qu'on avait imaginé dans sa tête depuis le dernier entraînement et l'annonce de l'équipe, le match lui-même. Et le troisième match, c'est celui qu'on refaisait le soir, sur le chemin du retour, puis en famille ou dans les cafés en troisième mi-temps. Du moins en France, car ailleurs, il faut savoir que jusque dans les années 80, il n'y avait pas de compétition de club. En particulier en Grande-Bretagne, il y avait seulement des rencontres amicales. Tel international anglais pouvait jouer un samedi avec les London Irish et le samedi suivant avec les Wasps. Ça ne gênait personne, ils étaient là uniquement pour s'amuser. C'était essentiellement un prétexte pour rigoler sur le terrain et ensuite boire une bonne bière ensemble. Certes, il y avait le tournoi des 5 nations, mais jusqu'en 1994, ça n'a jamais été qu'un tournoi, ça n'a jamais été une compétition et il n'avait pas de classement officiel ni de trophée. Depuis 20 ans, depuis cette première Coupe du Monde, c'est la grande date je pense, le rugby est devenu un métier pour les joueurs, une source de profit pour beaucoup de gens, les joueurs, les agents de joueurs, les présidents qui n'hésitent plus à se rémunérer, les agences de publicité, etc. Du coup, le rugby s'est mis à singer le football. On a créé des Coupes d'Europe, des clubs de supporters qui entonnent les mêmes slogans que les clubs de football. La publicité a fait son apparition sur les maillots. Des maillots qui sont changés chaque année, même souvent 2 fois par an dans certains clubs, afin qu'on en vende un maximum dans le cadre du fameux merchandising. On a rendu obligatoire des centres de formation où s'entassent de jeunes espoirs qui s'interrogent sur leur avenir. Puisque les agents de joueurs
font en sorte de vendre aux présidents de clubs de plus en plus de joueurs étrangers, au prétexte qu'ils coûtent moins cher. J'aimerais en avoir la preuve. J'aimerais aussi avoir la preuve qu'ils sont meilleurs que les joueurs français. Et j'aimerais enfin savoir ce que deviennent tous ces jeunes qui sont en centre de formation, qui rentrent de plus en plus tôt et qui vont en sortir pour aller jouer en réserve en Fédéral 1. Ça me semble proprement désolant. À défaut de leur apprendre à jouer un 2 contre 1 dans les règles de l'art, dans ces centres de formation, on apprend à ces jeunes qui sont issus de nos clubs de village, il ne faut pas l'oublier, et clubs qui sont pillés de plus en plus tôt, on leur apprend à parler, à s'exprimer devant la presse, devant les médias. Alors cela donne des conférences de presse aussi soporifiques, inodores et sans saveur que celles des après-matchs de foot. On se demande où est-ce qu'ils ont appris à parler le français d'ailleurs. Amédée Domenech, pour ne parler que de lui, je pense que beaucoup d'entre vous s'en souviennent, n'avait pas eu besoin de cours de communication pour intéresser son auditoire. La preuve, tous ceux qui l'ont connu s'en souviennent 50 ans après. Ces jeunes aussi passent de plus en plus de temps sur les appareils de musculation. Ils passent de moins en moins de temps à se passer le ballon. Ils courent de plus en plus vite aussi. C'est normal, ils s'entraînent 2 fois par jour. Tout cela fait que les chocs sont de plus en plus violents et les blessures de plus en plus graves. Michel Crost, que vous avez connu, disait dans les années 60, c'était un très grand capitaine, pour ceux qui ne l'ont pas connu, un très grand capitaine du Racing, où il jouait avec François Moncla, puis de Lourdes et de l'équipe de France. Et ça a été une des 3e lignes les plus extraordinaires, je pense, qu'on n'ait jamais connu dans le rugby français. Ah, Moncla est adhérent de l'UTL. J'aurais bien aimé qu'il vienne ce soir parce qu'il aurait poussé derrière moi. Alors Michel Crost disait dans ces années 60, on va faire de vilains vieux. Outre que ce n'est pas exact pour ce qui le concerne, on peut redouter que les excès des contacts dans le rugby fassent de vilains jeunes. Et les protections qui les caparaçonnent de plus en plus ne sont pas un remède miracle. Il n'y a qu'à voir le nombre de blessés dans le football américain, il y a même des morts, auxquels le rugby ressemble de plus en plus souvent, en particulier sur les déblayages. Pour comprendre qu'au contraire, se sentir protégé incite à rechercher le contact au lieu de l'éviter, comme on le faisait naguère. Par ailleurs, les nouvelles règles, notamment celles à venir, et qui sont, je peux vous l'assurer, très inquiétantes, rapprochent le rugby à 15 du rugby à 13 ans. Les rucks vont devenir au fil du temps des sortes de tenues, cela sous l'influence de l'hémisphère sud. Il faut que vous sachiez en effet que le rugby mondial est divisé en 2 hémisphères, le nord, qui n'a pas beaucoup de poids, et le sud, et qui est très conservateur, et l'hémisphère sud, qui est un hémisphère jeune, avec des gens qui ont beaucoup d'idées, qui n'ont pas de tabou et qui n'hésitent pas à prendre les décisions les plus radicales, et qui ont aussi un sens aigu de l'économie. En effet, un ruck, c'est quand un joueur est plaqué et va au sol, et donc il doit se libérer du ballon, et les joueurs qui arrivent dans son camp et puis dans le camp adverse, ils se jettent sur le ballon, en restant debout, ça ce sont les nouvelles règles, pour essayer soit d'arracher le ballon adversaire, soit de le faire sortir de leur propre côté. Et ces phases de jeu, que dans notre temps on appelait les mêlées ouvertes, le ballon ne sortait pas toujours, mais quoi qu'il arrive, le ballon n'était pas visible pendant de longues secondes. Trop longues secondes pour les spécialistes de la télévision qui n'ont de cesse que de faire venir de plus en plus de monde devant le petit écran pour voir les matchs de rugby, et notamment les ménagères de moins de 50 ans et les jeunes filles, parce que c'était un public qu'ils n'avaient pas conquis. Alors les télévisions ont dit, on va faire venir ces gens-là devant la télé, mais pour cela, il faut que le rugby soit attrayant, donc on va faire des règles qui permettront que le ballon soit visible le plus longtemps possible, le plus souvent possible, qu'il ne disparaisse quasiment jamais de l'écran, parce que c'était un des reproches qu'on faisait au rugby. Donc c'est pour ça que petit à petit, on fait évoluer les règles pour que le ballon soit toujours présent. Ne cherchez pas pourquoi, de plus loin, pourquoi on a autorisé l'ascenseur en touche, alors que depuis 1823, c'était interdit.
Bon, maintenant, on saute en touche, donc le ballon est visible. Il ne tombe pas par terre comme il le faisait à l'époque. Tout le monde le voit, c'est vite fait, ça part derrière. Et puis, ainsi de suite, toutes les règles vont dans ce sens. Et donc, c'est l'hémisphère sud qui pousse aussi pour une autre raison. C'est que dans l'hémisphère sud, j'appelle l'hémisphère sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Ce sont 3 pays où le rugby à 15 est très sévèrement concurrencé par le rugby à 13 ans. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, qu'on vous présente pourtant comme le pays du rugby, et j'ai eu l'occasion d'y aller et donc de m'en rendre compte, vous avez 4 matchs par semaine en direct télévisés en prime time sur la chaîne, sur l'équivalent de TF1, le TF1 néo-zélandais. Donc c'est vous dire que ça fait énormément de concurrence à tout point de vue, merchandising, spectateurs, les meilleurs joueurs qui sont tentés d'y partir. La preuve, Lomu y était parti. Et donc, comment faire la guerre? Comment tuer le rugby à 13? Pendant des années, notamment en France, on a radié à vie, un bien grand mot, on a excommunié, on a empêché de jouer au rugby les gens qui passaient d'un rugby à l'autre. Ça n'a pas porté ses fruits, c'était quand même pas très très futé. L'hémisphère sud a trouvé une autre solution, c'est tout simplement de jouer au rugby à 13 à 15 ans. C'est une excellente solution, c'est très intelligent, et ça marche, la preuve, petit à petit, on grignote, et de règle en règle, on arrive à jouer au rugby à 13, sauf qu'on est à 15 sur le terrain. Alors quand vous parlez à Bernard Lapassé, qui est le nouveau patron du board, est-ce qu'on va aller vers un rugby où il y aura de moins en moins de joueurs sur le terrain? Parce que comme ils vont de plus en plus vite, c'est peut-être une solution pour que les attaques prennent le pas sur la défense, mais il vous dit non, surtout pas, bien entendu. Vous imaginez, des fois qu'on appelle le rugby à 13, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des expériences, notamment par un professeur de faculté à Perpignan, qui a inventé un rugby à 13, c'était joué à 13, mais sur les règles du 15. Il faut savoir que ça a très très bien marché, c'est très spectaculaire. Seulement, bon, des deux côtés, on fait en sorte que ça ne se sache pas et que ça ne devienne pas ainsi. Donc on continuera toujours à jouer à 15, mais de plus en plus avec des règles qui vont se rapprocher du 13. Et donc, à partir de là, on assiste à une perte des valeurs collectives. Le rugby a été rattrapé par son temps, par la montée de l'individualisme forcené et la prépondérance de l'argent. Et le rugby, qui était un irremplaçable moyen d'éducation ainsi qu'une façon de vivre, il ne faut pas hésiter à le dire, est en train de perdre ses vertus. Il faut savoir que le rugby est le seul sport au monde qui a été créé dans un collège. C'était en 1823, et ce sont des joueurs eux-mêmes. La légende ou l'histoire a retenu William Webb Ellis, qui était un jeune lycéen d'une quinzaine d'années, mais je pense qu'il n'a pas été seul dans le coup. À l'époque, on jouait au football, et on jouait au football à peu près à 50 contre 50, sur un immense terrain au sein d'un collège, qui est le collège de la ville de Rugby, et je vous incite à y aller parce que c'est un voyage merveilleux, et rien n'a changé là-bas depuis quasiment 1823. Ils ont même gardé les salles de cours et les tables sur lesquelles les élèves de l'époque gravaient avec le couteau leurs initiales ou faisaient des graffitis ou des dessins, c'est extraordinaire, rien n'a changé. Et donc un jour, des gosses de 14-15 ans ont dit, plutôt que de taper dans le ballon, pourquoi on n'essaierait pas de le saisir avec la main? Et ils ont commencé à prendre le ballon dans la main et à se le passer de l'un à l'autre. Alors ils ont été traités d'hérétiques, bien entendu, et puis pourquoi pas, ça a marché, et ces élèves-là, ils n'ont rien trouvé de mieux que de se réunir régulièrement dans la cabane du jardinier qui était installée à côté du terrain, le Big Side, tel est son nom officiel et il existe encore aujourd'hui. Et dans cette cabane, ils édictaient les règles qui allaient être en vigueur la saison suivante. Et donc, petit à petit, c'est eux-mêmes qui ont fait les règles. Donc, ce jeu s'appelle rugby puisqu'il a été créé au collège de rugby. Imaginez-vous qu'il a été créé dans un collège avec un nom gallois imprononçable, ce que ça serait devenu. Mais au moins, ce sont des jeunes qui se le sont appropriés et des jeunes lycéens, donc des jeunes intellectuels. Ce qui explique, je pense, la complexité des règles. La première étant que le rugby est le seul sport au monde où on court en avant en se passant le ballon derrière. Si on réfléchit un peu, c'est pas très très logique. Donc jouer au rugby demande une certaine gymnastique de l'intellect, même si dans certaines actions, notamment celle du jeu d'avant, on peut croire qu'il est complètement absent, mais je vous assure que pour jouer au rugby,
il faut avoir une certaine forme d'intelligence. Je ne parle pas d'intelligence tout court, mais une certaine forme d'intelligence et des raisonnements. Et c'est la raison qui me laisse croire que jamais le rugby ne deviendra le sport universel auquel rêvent les publicitaires d'aujourd'hui ou les dirigeants qui pensent gagner encore plus d'argent que celui qu'ils gagnent aujourd'hui. Vous prenez un ballon de rugby, vous le lancez à un papou, je ne suis pas sûr qu'il fasse une passe derrière et qu'il forme une mêlée ouverte pour le transmettre à son demi-ouverture. Vous lancez un ballon de football dans les pieds d'un papou, de suite il va taper un coup de pied dedans et celui qui va recevoir le ballon il va taper un coup de pied dedans et ainsi de suite. Ça me semble assez évident. Mais la preuve c'est que quand même le rugby n'évolue pas autant qu'on veut bien le dire puisqu'il n'est pas joué dans toutes les nations du monde et qu'il éprouve les pires difficultés à pénétrer le marché le plus important pour ceux qui s'occupent de l'international board, c'est les États-Unis. Et aux États-Unis, le rugby à 15 n'existe quasiment pas, même si l'équipe des États-Unis vient de participer à la Coupe du Monde. Il faut savoir que ceux qui jouent au rugby aux États-Unis sont essentiellement des universitaires, des étudiants, ou des anciens étudiants qui, étant retournés dans la vie civile, ayant un métier d'ingénieur ou d'agriculteur ou de ça, continuent à le pratiquer, mais avec les jeunes universitaires. Et malgré toutes les tentatives, les tournées que peuvent faire les grandes nations, le fait que la Nouvelle-Zélande ait offert, entre guillemets, un entraîneur à l'équipe des États-Unis pour cette Coupe du Monde, un ancien All Black, le rugby ne pénètre toujours pas là-bas. Et puis aussi, il faut regarder les chiffres de médiamétrie, puisque c'est un terme à la mode, pour calculer le nombre de gens qui regardent les matchs à la télévision. C'est sûr que si la Coupe du Monde de rugby a été très, très suivie en France, et bien au-delà de toutes les espérances de TF1, mais il faut dire qu'avec le matraquage qu'ils ont fait, c'est quand même, ça me semble assez logique que ça ait marché. Ils ont tout fait pour, ils l'ont bien fait, je pense. La preuve, c'est qu'il y a eu quasiment 20 millions de téléspectateurs pour la finale de la Coupe du Monde. En revanche, quand on va voir dans les autres pays, même en Grande-Bretagne, l'audience a été nettement moindre. Et par exemple, pour l'Afrique du Sud-Angleterre qui a eu lieu pendant la Coupe du Monde, je ne parle pas de la finale, mais je parle du match de poule, ce match-là n'a fait que 5 millions de téléspectateurs en Grande-Bretagne, soit 2 fois moins que le reality show qui était sur une autre chaîne. Je ne parle pas de l'Argentine. Excusez-moi madame, je ne sais pas où est le professeur. L'Argentine, même si ça a forcément passionné au fil du temps, mais c'était plus par rapport aux résultats que par rapport au sport, il est évident que les Argentins, si on leur donne à choisir entre un match Boca Junior et un match des Pumas, il va regarder le match de Pumas Junior, et c'est normal. Et je ne parle pas, alors, bien entendu, du Brésil, on ne sait même pas qu'il peut y avoir un ballon ovale. Donc, il faut se faire attention au fait que le rugby d'aujourd'hui, le rugbyz, ne vit économiquement que par la télévision. C'est-à-dire, ce sont les recettes publicitaires qui font que, et puis les fameux droits télévision qui font que les clubs touchent beaucoup d'argent, enfin touchent un certain argent pour vivre. Mais le jour, on peut se poser la question, est-ce que la télévision se passionnera toujours pour le rugbyz ? J'avoue que c'est osé de poser la question au lendemain de la Coupe du Monde, puisque pratiquement tous les Français s'y sont intéressés. Je pense qu'ils se sont plus intéressés à la France et l'équipe de France. La France avec cette notion cocardière qu'on avait déjà connue en 1998 pour la Coupe du Monde de football. Je ne suis pas sûr que les Français s'intéressent pendant des siècles encore pour un championnat, un top 14 dont on connaît à l'avance les 4 demi-finalistes. Disons qu'ils sont 5 en course pour 4 places. Cela va, donc la période de délayage va partir ce week-end. Ça démarre ce soir par un match d'Ax-Toulouse. Et on va aller jusqu'au mois de mai comme ça pour connaître les 4 qui seront les 4 des 5 favoris qui seront en quart de finale.
De même en Coupe du Monde, tous les connaisseurs savaient à l'avance qui allait jouer les quarts de finale. Il n'y avait qu'une seule incertitude, deux incertitudes, c'était l'Argentine ou l'Irlande, et c'était l'Écosse ou l'Italie. Mais on savait que même de ces quatre nations ne pouvaient pas sortir le champion du monde. Même l'Argentine ne pouvait pas briguer une place. Elle aurait été en finale, elle aurait été forcément battue par l'Afrique du Sud pour toutes sortes de raisons physiques, techniques et tactiques. Donc ces compétitions qu'on vend très bien en ce moment, un jour ou l'autre, j'ai peur qu'elles ne lassent le téléspectateur. Et il y a déjà des exemples comme ça. Si vous suivez un peu le sport, en 1992, il y a eu un événement aux Jeux Olympiques pour la discipline du basketball, puisque pour la première fois, on a autorisé les basketteurs professionnels à participer à la compétition et à représenter les États-Unis. Jusque-là, c'était une équipe d'universitaires qui n'avait pas un très haut niveau. Là, il s'est trouvé que c'était les plus grandes stars du basket américain, notamment Michael Jordan, Magic Johnson, qui en plus, c'était inespéré au point de vue médiatique, avait le virus du sida. Ça a permis de vendre l'événement encore mieux. Et le basket et le sport qui a fait le plus d'audience à la télévision pendant les Jeux Olympiques de Barcelone. Du coup, qu'on fait Antenne 2, à l'époque ça s'appelait Antenne 2, et Canal+, ils se sont arrachés pour acheter les droits pour retransmettre les matchs de basket, du championnat de France de basket, le samedi après-midi. C'est comme ça que l'élan béarnais Portes s'est retrouvé en vedette. Ça a duré 2 ans. Vu les audiences, parce que les directeurs de chaîne, ils ne marchent qu'aux audiences, vu les audiences, ils ont mis le basket en deuxième partie de soirée et puis ils l'ont arrêté tout simplement. Donc pour vous dire que ce n'est pas parce que ça marche un temps que ça marche tout le temps. D'autant que les directeurs de chaîne de télévision recherchent forcément un produit, le produit qui leur coûtera le moins cher et qui leur rapportera le plus. Ça, c'est le rapport qualité-prix. Le rugby, pour le moment, n'est pas très cher, mais les prétentions de ces dirigeants sont telles que peut-être un jour, ils réfléchiront et qu'ils trouveront un autre programme qui leur reviendra moins cher, comme Star Academy. Donc, les vertus que l'on connaissait quand on jouait au rugby, pendant 172 ans, il faut le savoir, pendant 172 ans, on a joué au rugby en étant amateur et en considérant ça comme un jeu, on respectait les règles, même si on ne les comprenait pas toutes. On acceptait l'arbitre. Il faut même savoir que pendant des années, au début du siècle, l'arbitre des matchs du championnat de France était systématiquement porté en triomphe par les deux équipes à la fin du match. Pour vous dire le respect qu'on leur portait. On respectait l'adversaire. On encaissait les coups, on s'en relevait, et puis on savait qu'un succès n'est jamais acquis et une défaite n'est jamais inéluctable. On prenait surtout conscience que seul, on ne peut rien. Mais avec 14 équipiers, on peut tout. Enfin, le match fini, on apprenait que l'adversaire pouvait devenir un ami. On buvait une bière ou une grenadine avec lui, suivant l'âge, et on refaisait le monde. C'était le principe même de la troisième mi-temps. Avec le professionnalisme, ces vertus disparaissent petit à petit, puisque récupération oblige, la troisième mi-temps est interdite. Ça, on peut le comprendre, même si on peut le déplorer. Le jeu, certes, reste collectif, puisque c'est l'essence même du rugby. Mais l'individualisme, ça c'est Marc Lévremont, le nouvel entraîneur de l'équipe de France. Mais l'individualisme devient de plus en plus forcené. Et le balai des remplaçants diminue l'esprit d'équipe. Aujourd'hui, alors qu'à l'époque ce n'était jamais le cas, une équipe est divisée en 3. Il y a les 15 qui rentrent sur le terrain, les 15 titulaires, et puis il y a ceux qui risquent de rentrer en cours de match, qui l'espèrent, qui s'échauffent en courant derrière l'embut ou en pédalant sur des vélos, comme dans les salles de musculation, en bord de touche. C'est un spectacle assez hallucinant. Et puis il y a ceux qui sont en costume et qui sont dans les tribunes et qui n'ont que leurs yeux pour pleurer. Donc 30 joueurs, mais une équipe et une division en 3. Et puis la starisation des joueurs par les médias est forcément, avec le rugby professionnel, devenue excessive. Il y a toujours eu de grands joueurs de rugby. À l'époque, on ne les appelait pas des stars, c'est un mot qu'on ne connaissait pas. On l'employait essentiellement pour Ava Gardner, Greta Garbo ou Marilyn Monroe.
Jamais on aurait appelé un joueur de rugby une star. Le plus grand mot qu'on avait pu trouver, c'est Denis Lalanne, un Béarnais, qu'il avait trouvé, c'était les géants du rugby. Alors dans ces géants de rugby, je vais en citer quelques-uns qui vont éveiller quelques noms peut-être chez certains d'entre vous. Yves du Manoir. Yves du Manoir, c'était un jeune polytechnicien qui jouait au rugby avant la guerre de 14 et qui était une tête pensante et un joueur exceptionnel et qui était aussi aviateur et qui, le matin d'un France-Écosse qui se joue à Paris, au stade de Colombes, il est allé faire une reconnaissance en avion et son avion s'est écrasé et donc il est mort, il n'a pas joué ce match et il est enterré au Père-Lachaise. Et c'était le symbole de toute une aristocratie de l'homme et du jeu et longtemps un challenge a porté son nom. Mais le professionnalisme a réduit à néant ce challenge. Et il y avait aussi Crabos, Jauregui, Sébéillot, Cassaillet. Plus près de nous, il y a eu les frères Jean et Maurice Prat, Pipiou Dupuis, François Monclat, Jean Gachassin, les frères Spanghero, les frères Boniface, les frères Cambera-Béraud, beaucoup de frères. Les Palois, Cap-12, Papa Ramborde, Dentran, Blanco. Pour ceux qui les regardaient du bord de la touche, ou pour les jeunes, les enfants comme nous, suivant les âges, ces joueurs représentaient des modèles, mais représentaient aussi des hommes comme vous et moi, puisqu'en sortant dans la rue, on les croisait, on pouvait leur adresser la parole sans problème, on allait au café du coin, s'ils prenaient leur café, on pouvait le prendre avec eux au comptoir, il n'y avait aucune barrière. Aujourd'hui, il n'y a pas de grands joueurs comme ça en France, il faut bien le reconnaître. Mais la Coupe du Monde étant un événement, entre guillemets, vendeur et porteur, puisqu'il n'y avait pas de grands joueurs, il a fallu en inventer pour vendre l'événement, pour que les gens se fidélisent et regardent les matchs comme on regardait à notre époque le feuilleton, je crois que ça s'appelle Le Temps des copains avec Henri Tizot ou Yannick Aimé. Donc on a inventé Chabal. C'est une merveille d'invention. Je pense qu'un jour, un professeur à l'université fera une thèse sur le sujet. Ça le mérite. Ça le mérite d'autant plus que Chabal est un garçon charmant, fort discret, et que jamais il n'a voulu ça. Il faut le savoir. Il faut savoir aussi que c'est un joueur comme la section paloise, le stade Ceste-Tarbé ou le stade toulousain en ont connu 10 par génération. Une arène exceptionnelle. La preuve, c'est que Bernard Laporte l'a sélectionné à 3 reprises au cours de 3 tournées différentes et jamais il ne l'a gardé dans son équipe parce qu'il ne lui donnait jamais satisfaction. Et la preuve encore, c'est que malgré son travail acharné pour devenir un athlète, ce qu'il était moins à l'époque, il est incapable de jouer plus de 30 minutes d'un match. Il a, comme on dit en termes sportifs, point de vue cardiaque, il n'en a pas le coffre. Et quand Pelouse s'est blessé contre l'Angleterre, Bernard Laporte, qui n'avait pas prévu d'autre solution, a été obligé de le faire rentrer. Et Chabal n'a pas tenu, il devait jouer plus d'1 heure. Et au bout de 30 minutes, comme on dit dans les termes de rugby, il a explosé en plein vol. On ne l'a plus vu du match. Il n'empêche que TF1 en a fait une star. Que si vous allez sur Internet, tous les jours, si vous aimez les blagues, vous allez avoir des blagues de Chabal. Sur YouTube, vous avez des vidéos sur Chabal. C'est devenu une star mondiale. Je pense que pour Carnaval, les magasins de jouets vont inventer des perruques et des barbes Chabal. Bon. Mais parce que TF1 n'avait pas d'autres joueurs à vendre. Et il n'y a qu'à voir au match France-Argentine qui ouvrit la Coupe du Monde, c'était frappant. On a vu plus d'images de Chabal, qu'il soit dans les tribunes ou qu'il soit sur le terrain, que n'importe quel autre joueur. C'était le premier match, il fallait habituer le téléspectateur à ce visage et à ce physique, il est vrai, hors du commun. Bon, il faut savoir que jusqu'à l'an dernier, Chabal était comme vous et moi, il avait le cheveu court, il n'avait pas de barbe. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pris de se laisser pousser ces attributs-là. Toujours est-il que c'est devenu une sorte de symbole, une sorte d'icône. Alors, il faut savoir aussi, parce que rien ne se perd, rien ne se crée, comme disait un certain Lavoisier, il faut savoir que l'agent de Sébastien Chabal n'est autre que l'épouse de l'attaché de presse de l'équipe de France. Vous avez suivi ?
Sébastien Chabal, un agent, comme tous les joueurs ont un agent, c'est quelqu'un qui est chargé d'arracher les contrats publicitaires, de signer les contrats publicitaires, de contacter les clubs pour dire j'ai un très bon joueur, est-ce que vous le voulez, donc de le vendre. Hein. Bon, eh bien, la personne qui s'occupe de Chabal est une Madame Rossigneux, et le mari de Madame Rossigneux est le public relation, l'attaché de presse de l'équipe de France de rugby. Je pense que ça facilite quelque part les choses. Hein. On avait déjà eu le cas, pour prendre notre cas des stars entre guillemets du rugby professionnel, en France, Michalak. À la Coupe du Monde 2003, Michalak, qui avait une vingtaine d'années, qui était titulaire dans son club du Stade Toulousain depuis moins d'1 an, parce qu'il était jeune, parce qu'il avait un look qui avait plus dans le fameux calendrier du Stade français, où l'on voit, où le président du Stade français fait poser chaque année 12 joueurs dans des tenues de plus en plus... Non, dénudées, elles le sont tout autant. Disons qu'elles sont de plus en plus suggestives, au point que cette année, le calendrier des dieux du Stade est carrément devenu pornographique. Et Michalak, manifestement, plaisait autant aux jeunes filles qui achetaient ce calendrier qu'aux jeunes hommes qui achetaient ce calendrier aussi, parce qu'ils avaient des mœurs, je ne dirais pas spéciales, mais qui étaient autres. Et donc Michalak s'est mis à plaire. Et bien donc, quand on fait les médias en 2003, il n'y avait toujours pas de star en équipe de France, on a vendu Michalak. Un journaliste de l'équipe a titré sur 8 colonnes, Michalak, virgule, le Zidane du rugby. Michalak qui avait moins d'1 an de rugby professionnel. Hein. Zidane, quand même, bon, il a d'autres heures de vol et d'autres performances à son actif. Hein. Je pense que c'était des choses incomparables. Résultat, ce pauvre Michalak est passé à côté de sa Coupe du Monde et il a payé puisqu'on ne l'a plus fait rejouer. Et à cette Coupe du Monde, il n'a quasiment jamais été titulaire. Mais il n'empêche que là aussi, les médias ont beaucoup vendu du Michalak, il a fait beaucoup de couvertures et c'est lui qui a fait le plus de publicité après notre entraîneur national, qui lui a battu tous les records. Mais maintenant, c'est fini puisqu'il est ministre, donc il ne peut plus, enfin, ses publicités ne passent plus. Donc, pour résumer, si d'entre vous, vous jouiez au rugby à l'époque, dans la rue ou sur un terrain vague, on faisait quoi? Pour ne pas se faire mal, parce qu'on n'était quand même pas tout à fait stupide, on jouait à toucher. C'est-à-dire qu'au lieu de se plaquer, chaque fois que vous touchiez l'adversaire qui avait le ballon, il était obligé de passer son ballon, il était éliminé. C'était un rugby fort agréable, on s'amusait beaucoup, et on apprenait à jouer d'une certaine façon tactique et technique. Aujourd'hui, ils jouent toujours au rugby à toucher. Je pense que le verbe a pris un autre sens. Si vous voyez ce que je veux dire, hein, non? Il n'y a pas besoin de photos? Bon. À mon époque, le rugby, c'était un jeu où on donnait. On donnait de soi d'abord. On ne donnait pas son corps à la science, mais on le donnait à l'équipe hein, et aux partenaires, hein, parce qu'on sortait souvent salement amoché. Mais bon, on avait gagné le ballon, on avait gagné le match, puis on avait gagné notre propre estime et celle du partenaire, et parfois de l'adversaire, ça suffisait à notre bonheur. Donc, le rugby est un sport où on donnait. Aujourd'hui, le rugby est devenu un sport où on reçoit, où on perçoit. Je ne blâme pas ceux qui reçoivent, ceux qui perçoivent. Hein. Qu'on soit bien clair là-dessus. Je serai à leur place, je pense que je ferai exactement la même chose. Hein. J'aurai 23 ans, on me proposerait de toucher ce que chaque joueur de l'équipe de France a touché pour la Coupe du Monde. Bon, ben, je suis prêt à renier toutes mes vertus et toutes les valeurs pour toucher cette somme-là, puisque ça a été de l'ordre de 30 000 € chacun. C'est pas mal. Hein. 30 000 €, hein, ça fait... Mais c'est moins qu'au foot. Ah, c'est nettement moins qu'au foot. C'est nettement moins qu'au foot, mais on ne peut pas comparer non plus. On ne peut pas comparer non plus les rentrées publicitaires du foot, le nombre de téléspectateurs et l'audience que fait le football. Et même en foot, c'est quand même complètement démesuré, pour ne pas dire indécent. Donc je ne blâme pas, je constate tout simplement, l'époque a fait que le rugby a suivi son temps. Longtemps, il a cru qu'il resterait hors jeu, comme on dit. Et puis, il est tombé dans la marmite de l'argent, du professionnalisme. Et pourquoi est-il tombé dans la marmite du professionnalisme? Il faut que vous le sachiez. C'est encore... le rugby n'a jamais voulu être professionnel, puisque la veille de la réunion qui, au mois d'août 1995, a réuni les dirigeants de ce jeu au niveau mondial,
les membres de l'International Board, la veille, j'en ai eu plusieurs au téléphone, je travaillais à Midi Olympique à l'époque, et ils m'ont affirmé, et je les crois volontiers parce que je connaissais parfaitement bien le contexte à l'époque, ils m'ont affirmé que jamais, du moins à cette époque-là, ce jour-là, à cette réunion-là, le rugby ne deviendrait professionnel. Et comme toutes les réunions de négociation, on a commencé à 2h de l'après-midi, à 5h du matin, la plupart de ces dirigeants frôlant les 80 ans, pour ne pas dire les 90 ans, ben, tout d'un coup, ils ont cédé, ils ont dit oui, on devient professionnel, sans même s'en rendre compte. Et puisque le lendemain, ils nous ont fait une conférence de presse en nous disant à partir d'aujourd'hui, le rugby est open. C'est un joli terme, ça veut dire qu'on pouvait faire n'importe quoi. Et donc, on pouvait toucher de l'argent. Mais ils le sont devenus comme ça, subitement, sous la pression des événements. Ça a commencé en 1986, où un homme d'affaires australien s'est dit qu'il y avait de l'argent peut-être à gagner avec le rugby. Donc, vous savez, ou vous ne savez pas, mais longtemps, l'un des sports favoris des Australiens et où ils se débrouillaient le mieux était le tennis. Rosewall, Lever, Emerson. Et le tennis a longtemps été un sport un peu comme le rugby, aristocratique. Les gens qui le pratiquaient avaient des moyens qui leur faisaient qu'ils n'avaient pas besoin d'être payés pour le pratiquer. Et puis un jour, un milliardaire américain est venu leur dire « Mais tiens, vous ne voulez pas jouer au tennis et je vous paye ?» Oh, pourquoi pas, ma foi. Bon, combien vous nous paieriez? Ouh, s'il y a autant de zéros, nous jouons de suite. Et il s'est créé comme ça un circuit professionnel qui, pendant 2 ou 3 ans, a été en concurrence avec le tennis amateur. Ça n'a duré que 2-3 ans. Au bout de 2-3 ans, comme le rugby, le tennis est devenu professionnel. Et il n'y a plus qu'un seul circuit. Et là, donc, cet homme d'affaires australien a commencé à débaucher des joueurs, à leur faire signer des pré-contrats. Ça s'est su. Et les dirigeants de l'époque, de l'International Board, ont de suite trouvé la parade. C'était une excellente parade. Ils ont créé la Coupe du monde de rugby, qui a été organisée dans la précipitation la plus totale, 6 mois plus tard, en Australie, comme par hasard, et en Nouvelle-Zélande, conjointement. Et on leur a dit, aux joueurs des 16 nations qui allaient participer à cette Coupe du monde, vous allez être vus dans le monde entier par les télévisions, vous allez avoir des contrats publicitaires, vous allez gagner de l'argent. Donc, ce n'est pas la peine d'aller jouer dans un circuit professionnel. Restez avec nous à 15 et vous allez gagner beaucoup d'argent. Voilà comment a été créée dans la précipitation la Coupe du monde en 1987. Mais il faut bien savoir que les joueurs qui ont participé à cette Coupe du monde étaient totalement amateurs et n'ont jamais gagné l'argent qu'on leur avait fait miroiter. Puisque jusqu'en 1987, le rugby était dirigé par des gens qui faisaient en sorte de vous faire avoir un métier, faire une profession si vous n'en aviez pas, de vous donner un peu d'argent à la fin du mois pour rembourser vos frais de déplacement ou bien vous offrir un petit billet si vous étiez vraiment bon, et ça n'allait pas plus loin. Et donc ça a duré comme ça jusqu'en 1995. Et en 94, pardon, excusez-moi. Et en 1994, c'est un magnat de la presse sud-africaine, un dénommé Parker, qui dirige des journaux, des chaînes de radio et des chaînes de télévision, qui a eu la même idée. Mais il s'est dit, la Coupe du monde existant, il faut que je trouve un autre moyen pour débaucher les joueurs. Pour les débaucher, c'est simple. Je vais leur faire des chèques avec le maximum de zéros. Il avait beaucoup d'argent, puisque il est milliardaire. Et donc, il a fait signer des contrats et des contrats et des contrats. Mais une fois de plus, la presse n'est pas toujours sourde et aveugle. Elle l'a dit. Et de suite, les dirigeants du rugby ont dit là ça tourne mal parce qu'il avait fait signer de très nombreux joueurs, et en particulier le capitaine de l'équipe de France, pour vous dire l'effet que ça allait faire. Donc ils ont dit là il faut qu'on trouve un moyen pour devenir professionnel sans l'être. Et à ce moment-là, pendant la Coupe du monde qui a eu lieu en Afrique du Sud en 1995, est apparu un autre homme d'affaires, le grand rival de Parker au niveau mondial, comme quoi il n'y a pas de hasard. Il s'appelle Rupert Murdoch. Il détient une quantité de journaux, les plus divers, en Grande-Bretagne, en Australie, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande.
il détient la majorité des chaînes payantes de télévision en Grande-Bretagne et dans tous ces autres pays. Et lui, il a eu une idée encore plus simple que Parker. Au lieu de faire des chèques aux joueurs, il a fait des chèques aux fédérations. C'était très futé. Il a dit aux fédérations d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande et d'Australie, moi, à partir d'aujourd'hui, je vous finance 2 compétitions. Votre compétition, chacun de ces pays a des compétitions entre provinces. Ils n'ont pas de compétition de club comme en France. C'est l'équivalent, c'est comme s'il y avait des matchs entre le Béarn contre la Bigorre, le Pays Basque contre les Landes. Et ce sont des épreuves qui marchent très bien dans ces pays. Donc il leur a aligné des millions, des centaines de millions pour financer ces épreuves. Et en même temps, il a créé une compétition qui s'appelle le Tri-Series, qui est l'équivalent du tournoi des 5 nations, pour ces 3 pays de l'hémisphère sud, par match aller-retour. Et là aussi, il a aligné des centaines de millions. Face à quoi? Les dirigeants du rugby mondial, moins d'un mois après la Coupe du Monde, et moins d'un mois après l'annonce de cette nouvelle compétition et de l'entrée de Murdoch dans le concert, ont décidé d'ouvrir les vannes et de laisser le rugby devenir professionnel. Voilà comment le rugby est devenu professionnel. Le football a mis plus de 80 ans entre le moment où il a été organisé en Grande-Bretagne et le moment où il est devenu professionnel. Il a mis plus de 80 ans à devenir professionnel. Le rugby, lui, est devenu professionnel en une nuit. Et sans même que ses dirigeants l'aient consciemment voulu. Tout cela, je pense, explique aussi qu'il n'y ait pas fort certains bafouillages, puisqu'ils n'avaient rien anticipé. Ils n'avaient rien prévu, forcément. Ce n'est pas en une nuit à 5 h du matin, quand on a 80 ans, qu'on peut prévoir tout ce que cela va donner. Et voilà comment, aujourd'hui, on arrive à ces 2 rugby qui cohabitent difficilement. Alors, les nouvelles règles ont fait que, voulu donc par les directeurs de chaînes de télévision, mais ces nouvelles règles ont voulu que le ballon soit de plus en plus visible, donc de plus en plus vivant. Donc, les joueurs d'aujourd'hui, de mon rugby, parce qu'il existe toujours mon rugby, il ne faut pas croire, mon rugby, il est toujours pratiqué à Morlas, il est pratiqué à Beuil-Bezing, il est pratiqué à Jurançon. Il est pratiqué dans tout ce qu'on appelle, à l'époque, on nous appelait les 100 grades ou les séries inférieures. Bon, aujourd'hui, en sémantique, on fait attention aux mots qu'on emploie, on ne va pas parler de 100 grades, on parle de séries régionales. C'est beaucoup plus policé et moins imagé. Mais ces joueurs-là, aujourd'hui, s'amusent beaucoup plus. Ils touchent beaucoup plus de ballons. Les règles sont très faciles, sont beaucoup plus faciles qu'à l'époque. Ils s'amusent beaucoup plus. Et les spectateurs qui sont au bord du terrain s'amusent tout autant, je pense, qu'à notre époque. Par contre, pour ce qui est du rugby professionnel, du rugbyz, je suis moins persuadé que le jeu y a gagné. Alors, si je me suis adressé à vous, c'était pas pour passer pour un passéiste ou pour passer pour un utopiste ou pour passer pour un nostalgique. C'était juste pour vous transmettre certaines valeurs que j'ai apprises, pour vous dire que le rugby a toujours existé d'une certaine manière et que ces valeurs-là, ce jeu qu'on a aimé, tout ce qu'on a appris, qu'on a découvert, il faut le transmettre aux générations d'aujourd'hui et aux générations de demain. Parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, le rugby est détenu, qu'il s'agisse des dirigeants ou encore de beaucoup de joueurs, par des gens qui ont connu mon rugby. Quasiment tous les dirigeants des clubs français ont connu le rugby que j'ai connu moi, que vous avez connu vous. La plupart des joueurs, même un Michalak, même un Poitrenaud qui sont très jeunes, ont connu notre rugby. Dans l'équipe de France actuelle, je pense qu'il n'y a que Lionel Boxis qui soit un joueur qui n'ait connu que le rugby professionnel au haut niveau, puisqu'il a joué à la section paloise et puis au Stade français. Donc, on peut espérer que ces gens-là qui ont connu les 2 rugby continuent à transmettre leurs valeurs. Mais qu'en sera-t-il demain, quand nous aurons disparu, quand ces joueurs qui sont aujourd'hui sur le terrain seront dans les tribunes ou seront partis ailleurs, à ce moment-là, dans quelle main va tomber le rugby? Qu'est-ce que cela va devenir? Il ne faut pas croire, rien n'est éternel. Les Jeux Olympiques, qui sont l'événement sportif qui nous fait le plus vibrer à tous, enfin tous ceux qui aiment vraiment le sport avec un S majuscule, les Jeux Olympiques, ils n'ont pas duré éternellement. Il est arrivé une époque où il y a eu tellement de corruption, tellement d'argent en jeu, tellement de tricherie que les Jeux Olympiques ont disparu.
Et il a fallu attendre près de 19 siècles avant qu'il ne renaisse. Donc, méfions-nous, le rugby n'est pas éternel et je dirais même que le sport n'est pas éternel. Et quand on voit tous les dangers qui le menacent, et je ne pense pas que c'est en se fermant les yeux qu'on va les affronter et en venir à bout, je crois qu'au contraire, il faut les citer et bien prendre conscience de tout ce qu'il représente de néfaste pour le sport. Je parle du dopage, je ne vais pas vous faire un dessin, mais il est quasiment présent dans tous les sports de haut niveau. Je parle de la corruption, cette corruption qui, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité sportive, mais avec les paris sur Internet, les matchs de foot, on s'aperçoit qu'il y a des matchs de foot truqués, et on a appris ces dernières semaines que certains matchs de tennis étaient truqués au niveau professionnel et que de plus en plus de joueurs étaient approchés par des intermédiaires qui leur proposaient des sommes phénoménales pour perdre un match. Et c'est comme ça qu'on voit quelqu'un de classé dans les 10 premiers abandonner. Tout d'un coup, il est pris de spasmes stomacaux ou d'une entorse bénigne. Et au 3e set, alors qu'il domine largement le match, il abandonne. Par contre, si on regarde de près les joueurs qui ont joué sur Internet, on se rend compte que tous, ils ont joué pour son adversaire qui était classé 355e mondial. Et puis le dernier épisode en date, pour vous dire que le sport n'est pas à l'abri de tous les dangers, alors celui-là, je n'y aurais jamais pensé, mais c'est ce qu'on vient de voir en Formule 1, où l'écurie McLaren a purement et simplement espionné la Ferrari adverse, et a failli gagner le championnat du monde. Heureusement, il y avait un dieu, il y avait une morale, et McLaren n'a pas été champion du monde. Mais c'est pour vous dire jusqu'où va se nicher la perversion. Donc prenons garde au sport si nous l'aimons, et merci de m'avoir écouté. Alors, il y a une question qui concerne les papous, mais donc là, je ne sais pas si les gens apprécient que la comparaison avec les papous, mais disons que des gens qui ne connaissent pas le rugby. Des gens qui ne connaissent pas le rugby. Et la deuxième question, c'est les nouvelles règles. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur ce que vous pensez des nouvelles règles? Mais à mon avis, vous en avez parlé, mais... Ah. Là, vous ne m'entendez pas? Ah ouais. Non, mais celui-là, il ne marche pas. Celui-là, c'est pour les cyberbases. C'est celui-là qui marche. Pour vous, c'est celui-là. Donc, il y a 2 questions venant des cyberbases. On laisse tomber celle sur les papous. Et il y a une question qui concerne les nouvelles règles. Il me semblait que Jean-Paul Ray en avait déjà parlé, mais peut-être qu'il peut y revenir rapidement sur... Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces nouvelles règles qui ont été introduites, recomplétées, parce qu'il me semble que vous avez déjà répondu. Oui, mais j'ai répondu, mais enfin, je peux aller plus loin dans un plan entre guillemets philosophique, parce que ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le rugby est le seul sport, était, parce que là c'est fini, les règles ont été changées, était le seul sport au monde où quand vous commettiez une faute, comme un avant, vous passez le ballon en avant, c'est une faute, vous n'avez pas le droit, et ça entraîne une phase de jeu qui s'appelle une mêlée. Ou quand vous tapez un coup de pied qui fait sortir le ballon de l'aire de jeu. Le ballon sort de l'aire de jeu, il n'est plus en jeu. Dans tous les autres sports, cela arrive au basket, au football, à ce moment-là, le ballon est remis par l'arbitre à l'équipe adverse. C'est l'équipe adverse qui fait la remise en jeu, donc pour un partenaire. Donc vous avez fait une faute, vous êtes puni, vous avez perdu le ballon. Le rugby, je ne saurais pas vous expliquer philosophiquement pourquoi. Si Pierre Bolis était là, peut-être que mon ami, parce que je suis très ami avec lui, il aurait su vous répondre, moi je ne le sais pas. Au rugby, on n'a pas décidé ça, on a décidé de remettre le ballon en jeu. Certes, c'est un joueur de l'équipe adverse qui va faire la remise en jeu, soit qui va introduire le ballon dans la mêlée, soit qui va lancer le ballon en touche. Mais à ce moment-là, les 2 équipes se luttaient pour gagner le ballon à armes quasiment presque égales. Et très souvent, le ballon était gagné par celui qui l'avait fait sortir ou celui qui avait fait la faute. Tant pis, il avait été plus fort, c'était comme ça. Et avec les nouvelles règles, cela n'existe plus du tout. Puisque en touche, l'ascenseur, ce fameux ascenseur, l'ascenseur c'est une phase de jeu. À l'époque, quand nous sautions en touche, nous étions seuls face à la loi de la gravité. C'est-à-dire on lançait le ballon en l'air, on sautait le plus haut possible pour attraper le ballon dans ses mains.
et jamais un partenaire n'avait le droit de vous aider à vous élever. Aujourd'hui, on barde les cuisses des joueurs des avants les plus grands d'élastoplaste, et certains joueurs se passent devant lui et derrière lui, prennent le sauteur par les élastoplastes, ça colle bien aux mains, et ils le soulèvent. Ils le font monter à plus de 3 mètres, avec les bras tendus. Donc gagner le ballon est devenu une chose très facile. Certes, il y a une spécialité parce qu'on cherche toujours à trouver une parade. C'est comme partout dans la vie. Donc on essaie de plus en plus de contrer, de sauter avant l'adversaire, de deviner quelle combinaison il va utiliser en touche. Mais enfin, disons que 9 fois sur 10, quand vous tapez un ballon et qu'il sort du terrain, vous ne le récupérez pas en touche. Et dans les mêlées sont devenues telles, les mêlées fermées, c'est-à-dire 8 joueurs s'enchevêtrent dans les 8 joueurs adverses et forment un couloir, on introduit le ballon, et le joueur qui est au milieu, avec son pied, le talonne avec son pied, fait comme un crochet, et il fait passer le ballon entre les jambes de ses joueurs, de ses partenaires de derrière, et le ballon sort. Et maintenant, les mêlées sont devenues telles qu'il n'y a quasiment plus cette lutte. Pourquoi ? C'est une raison très simple et contre laquelle on ne peut s'élever, même si on peut le regretter quand on aimait le jeu d'avant, quand on aimait ces face-à-face où les joueurs de première ligne se donnaient des coups de tête qu'on entendait jusque dans les dernières travées de la Croix du Prince. Il y a eu tellement de joueurs qui ont été paralysés, qui se sont retrouvés paraplégiques, tétraplégiques, à la suite de mêlées écroulées. Ça a coûté tellement d'argent, je ne parle pas des drames humains que ça induit, mais ça a coûté tellement d'argent aux assurances, et les assurances ont tellement augmenté leurs tarifs pour être licenciés à la Fédération française de rugby et aux fédérations étrangères, qu'on fait en sorte qu'il y ait de moins en moins de chocs en mêlée et qu'il y ait de moins en moins de blessés. Et d'ailleurs, à cette Coupe du Monde, Thierry Lacroix ne cessait de vous l'expliquer, mais avant l'entrée en mêlée, il y avait 4 commandements de l'arbitre en anglais. À mon époque, certains s'en souviennent, les 2 premières lignes, donc les 2 packs, les 8 joueurs se mettaient à peu près 4-5 mètres, et ils prenaient leur élan, et ils se rentraient dedans. Et il fut même une époque, celle-là je ne l'ai pas connue, mais on me l'a raconté, où au lieu de s'imbriquer d'une manière légale et codifiée par le législateur, ils se donnaient un coup de tête le plus violent possible, et c'est celui qui avait donné le plus grand coup de tête qui prenait la position prépondérante pour gagner le ballon sur l'introduction. Je voudrais rebondir justement sur ce que vient de dire le conférencier, parce qu'il me semble que ça ne correspond pas tout à fait, ce que vous venez de dire, à ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que c'est extrêmement violent, ce que vous nous dites. En quoi c'est exemplaire de ces références à ce rugby qui était aussi violent ? Parce que je crois que vous avez un peu idéalisé le rugby d'avant, quelque part. Parce que moi, j'ai souvenir de, quand je suis arrivé à Pau, il y a une 30aine d'années, de bagarres gigantesques qu'il y avait autour de la Croix du Prince, quand Toulon venait, etc. Donc, je ne sais pas si c'est aussi idyllique que ça, le rugby d'avant, quand même. Enfin, je ne sais pas, je provoque un peu. D'une part, vous ne provoquez pas. D'autre part, je ne me suis peut-être pas assez étendu sur le sujet, mais je l'ai dit, et je dis qu'avant, ce n'était pas mieux qu'aujourd'hui. Et que je remercie les nouvelles règles et le nouveau rugby d'avoir permis qu'il y ait quasiment plus de bagarres. Il n'y a pas que les nouvelles règles qui l'ont permis, il y a eu aussi l'intervention successive des médias au fil des bagarres, parce que c'était certaines fois limite. Il y en a toujours, on voit toujours des gestes répréhensibles. On l'a vu lors du dernier France-Argentine, où il y a eu quelques coups, sans faire de religion, mais qui n'était pas très catholique ou très protestant, tout ce que vous voulez. Il y a eu encore des coups, comme on en voyait à l'époque, mais il est vrai qu'il y en a beaucoup moins, et que l'instauration des cartons jaunes, quand vous avez fait une faute technique trop grave ou quand vous vous battez, on vous donne un carton jaune qui vous fait quitter le terrain pendant 10 minutes. C'est une sanction pour toute l'équipe et pour vous-même. Et si c'est trop grave, vous prenez un carton rouge et vous sortez définitivement. Et c'est vrai que le rugby d'avant n'a pas toujours été exemplaire. Tu répéteras la question. Oui. Sinon, oui. Notre vice-président va poser une question. Bonjour, Louis Lassabater.
Bon, je pourrais discuter très longtemps avec vous sur tout ce que vous avez dit, mais je voudrais revenir essentiellement sur le fait que, en ce qui me concerne, je considère que le rugby professionnel est le résultat d'une OPA sur la Fédération française de rugby et sur tous les clubs de rugby. Ça s'est fait par un petit nombre de dirigeants. Quelques dirigeants de grands clubs se sont, entre guillemets, totalement dégonflés et mis à plat ventre, et le rugby est arrivé comme cela. Donc l'OPA, ça veut dire que toutes les structures du rugby sont passées aux mains du rugby professionnel. Alors pour ce qui est de l'équipe de France et de la Coupe du Monde, il faut remarquer qu'il y a eu très peu d'essais de marquer dans les phases principales. Ce qui veut dire que dans le rugby actuel, la défense prend la priorité sur toute l'attaque. Et je crois qu'au niveau du board à l'heure actuelle, on envisage de modifier un certain nombre de règles pour éviter cela. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, c'est très important. Alors, pour revenir sur l'ancien, il y a, en début de Coupe du Monde, il y a quelqu'un que je considère comme vraiment un porte-drapeau du rugby français, qui est André Boniface, qui est le seul qui a osé dire que nos joueurs n'avaient pas de technique, qu'ils étaient incapables de faire une croisée, de faire des décalages corrects. Il a critiqué le rugby français, personne ne l'a fait. Maintenant qu'on a pris une volée, parce qu'en fait, on a une équipe, entre guillemets, de bourrins, qui était dirigé par un bourrin, et on a eu un rugby de bourrin. Et tout le monde, à l'heure actuelle, dit la porte, c'était pas ça, les rugby, c'est le choix n'était pas bon, les écoles de rugby ne travaillent que suivant l'image de l'équipe de France, et ce n'est pas bon. Donc il y a une remise en cause complète. Mais il faudrait reprendre tout cela, et il faudrait regarder un peu ce qu'est un bon rugby, le rugby de Lourdes dans le temps, le rugby de Mont-de-Marsan dans le temps. C'était des rugby avec des joueurs exceptionnels, très bons, qui jouaient très bien au rugby, et on l'a pratiquement tué. Donc il faudrait reposer un peu le vrai problème et refaire le vrai rugby. Moi, je voudrais compléter ce que vient de dire notre vice-président là, de l'UTLA en évoquant le fait qu'il y a une chose qui me paraît évidente, c'est que si par chance l'équipe de France avait gagné, Laporte aurait été statufié, canonisé. Et là, comme effectivement les choix qu'il a fait, tous les spécialistes du beau rugby le disent, n'étaient pas bons, là il se fait massacrer. Mais est-ce que vraiment la presse l'a dit avant, ce que vous dites là, que la France joue mal, que... Boniface, oui, mais est-ce que les grands médias l'ont dit? On va demander ça à Jean-Paul. La presse, non. La presse, moi, mon livre, ce n'est pas un livre à thèse, je vous rassure de suite. C'est un livre essentiellement de portraits, d'anecdotes, mais qui font revivre tout ça et qui, sans démonstration un peu magistrale comme j'ai pu le faire, vous disent tout ce que je viens de vous dire, mais d'une manière beaucoup plus ludique. Moi, mon livre, il est paru au mois d'avril. Et donc, j'ai, entre guillemets, démoli le rugby professionnel dès le mois d'avril et je l'ai fait bien avant. Donc, je n'ai pas attendu cette Coupe du Monde pour le faire. Les médias, effectivement, n'ont pas démoli Bernard Laporte. Pour une raison très simple. Et si j'avais été journaliste actif, puisque maintenant je suis à la retraite, si j'avais été journaliste actif avant cette Coupe du Monde, je ne l'aurais pas démoli non plus. André Boniface peut le démolir. C'est un ancien joueur. Il n'a aucune responsabilité dans aucun média. Il parle en son nom propre. En plus, ça a été un merveilleux défenseur d'un certain jeu. Tout le monde l'a écouté et a compris ce qu'il voulait dire. Si Jean Prat était parmi nous, il aurait dit la même chose, mais connaissant Jean Prat, il aurait dit en des termes moins choisis, beaucoup plus crus et directs. Mais pourquoi les médias n'ont rien dit contre Laporte? Mais c'est très simple. Depuis 1998, il y a dans la presse sportive un syndrome. Alors, je ne sais pas si les médecins l'ont qualifié d'un nom savant. Moi, je l'ai qualifié d'un nom savant. Ça s'appelle le syndrome Jacquet. La presse française a descendu Aimé Jacquet, entraîneur de l'équipe de France de football, dans les 6 mois qui ont précédé la Coupe du Monde, d'une manière qu'on n'avait jamais vue. Alors, ça pouvait se défendre sur des plans tactiques et techniques. Des fois, c'est allé jusqu'à des plans humains, physiques. Bon, là, je trouve que c'était allé un peu loin. Vous connaissez le résultat, la France championne du monde, et 1, et 2, et 3-0. Les journalistes ont commencé à se dire « aïe, aïe, aïe ». D'autant que le principal journal qui avait mené la campagne anti-Jacquet était l'Équipe, ce journal était l'Équipe, et que son rédacteur en chef s'est mouillé personnellement à travers des éditoriaux quotidiens avant la compétition. Si bien que, quand on revoit les interviews de Aimé Jacquet
après la victoire en finale contre le Brésil, il s'attaque très violemment à l'équipe et aux journalistes de l'équipe et à son rédacteur en chef, qu'il a payé cher ensuite, d'un point de vue professionnel. On pouvait croire que ce n'était qu'une exception qui confirmait la règle. Il se trouve qu'est arrivé ensuite, toujours dans le foot, un certain Domenech, qui lui aussi avait des tactiques défensives au moins aussi poussées que celles de Jacquet, qui avait un relationnel différent mais aussi contestable que celui de Jacquet. La presse y est allée sur la pointe des pieds avant la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. Enfin, elle n'a pas été tendre pour Domenech. L'équipe de France et Domenech sont arrivés en finale. Alors ça fait quand même 2 cas. Le troisième cas, c'est Laporte lui-même. Laporte lui-même, c'est un demi de mêlée qui était un joueur de club moyen, comme il y en a comme chaque club en avait à l'époque. C'était en revanche meneur d'hommes exceptionnel. Je pense qu'il y a eu rarement un joueur qui ait autant d'influence sur ses partenaires que n'en a eu Laporte à l'époque. Et il faut avoir vécu une demi-finale à Toulouse, Bègle à Gênes, où l'on a vu les 15 Béglés rentrer sur le terrain en se tenant par la main. Maintenant, c'est devenu un geste un peu plus courant, mais à l'époque, on sortait des vestiaires comme le taureau sort du toril, en bavant, les joueurs se roulaient par terre, certains poussaient les cris. Et là, ils sont sortis en se tenant par la main et en pleurant. Et c'est Laporte qui les avait fait pleurer dans le vestiaire, qui les conduisait, le long couloir, qui les conduisait jusqu'au terrain du stadium. Pour vous dire l'emprise qu'il avait. Et il y avait des joueurs dans cette équipe qui étaient des intellectuels, comme le docteur Simon et tout, je veux dire, et ils ne se faisaient pas prendre par n'importe qui à l'affectif. Mais là, Laporte est un vrai meneur. Il a des conceptions tactiques qui sont forcément contestables. 53 millions de Français, je ne sais plus combien de Français, autant de sélectionneurs. Donc chacun a notre avis, chacun a notre équipe de France. En plus, il est vrai qu'il a énormément fluctué dans ses tactiques pour une raison bien simple, c'est qu'il n'en avait pas. Non, mais ce n'est pas un défaut. Sa simple tactique, c'était de s'adapter à l'équipe adverse et au jeu adverse et à écouter quelques bonnes oreilles comme celle de Brunel à un moment. Jacques Brunel étant un technicien d'Auch qu'il a pris comme adjoint. Et Bernard Laporte, qui a été très critiqué avant la Coupe du Monde de rugby 2003, ça refait le même cas que Jacquet et Domenech, sauf que lui, il n'est pas été jusqu'en finale, mais enfin, il est arrivé en demi-finale. C'était déjà pas mal pour une équipe qui, en plus, n'avait pas énormément des ambitions démesurées. Donc, vous comprendrez que les journalistes, depuis, même si la plume leur démange, ils hésitent à rentrer, entre guillemets, dans le lard d'un entraîneur national. Et même s'ils en avaient envie, je peux vous assurer que le rédacteur en chef le leur interdirait. Et le leur interdit. On critique après, mais on ne critique pas avant. Voilà pourquoi Laporte a été pareillement épargné. Ceci dit, si je vais exagérer, mais vous me le pardonnerez, je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont comprendre ce que je veux dire. Le seul regret que j'ai à cette Coupe du Monde, c'est que la France ait battu la Nouvelle-Zélande. Le vrai rêve pour le rugby mondial, c'était que la Nouvelle-Zélande arrive en finale et gagne la finale. Parce que là, on aurait vu que le rugby d'attaque, le rugby où on prend du risque, le rugby où on se passe le ballon, pouvait encore gagner. Malheureusement, la Nouvelle-Zélande a perdu, heureusement pour les Français. Ils ont fait un match magnifique de courage. Ils le rejouent 10 fois, ils le perdront 9, je vous rassure de suite. Il s'est trouvé que ce jour-là, tout était pour eux, tant mieux pour eux, ça a été magnifique, j'en suis très content. Mais la fois suivante, ça ne pouvait pas marcher. On a joué contre les All Blacks avec le dos au mur, en ayant peur de prendre 60 points devant la terre entière. Ça vous donne des vertus et des ressources que vous n'imaginez pas. Et puis, en plus, on n'avait pas besoin de faire le jeu, puisque les All Blacks faisaient tout. Il n'y avait qu'à les plaquer. Quand on est arrivé contre les Anglais, qui sont encore plus bourrins et hérissons que nous, l'équation n'était plus la même. Comme on a utilisé le même processus, la défaite était inéluctable. Ceci dit, il y a quand même un espoir à l'horizon du rugby mondial, c'est que l'entraîneur des Néo-Zélandais, au contraire
de ce qu'a pu en dire la rumeur, est toujours en poste. Graham Henry est toujours entraîneur des All Blacks, et que le capitaine néo-zélandais, en atterrissant à Auckland, a dit si le match contre la France était à rejouer, nous referions exactement les mêmes actions, exactement le même jeu. Parce que nous croyons en notre jeu et nous savons que seul notre jeu peut gagner et peut plaire et faire plaisir en même temps à ceux qui le pratiquent. Donc il y a quand même un espoir. Pour parler de ce point précis, la vidéo ne peut intervenir que sur un essai, voir si l'essai a été marqué à partir du moment où le porteur du ballon a pénétré dans l'en-but. La vidéo n'est pas utilisée pour toutes les phases de jeu hors en-but. Sinon, on n'en finirait pas, c'est évident. Ceci dit, il y a eu, je pense que l'arbitre central peut être masqué. Je pense que le juge de touche aurait pu voir l'en avant qui était assez manifeste. Ceci dit, le jeu ne réclame que faute. Il y a des erreurs, les joueurs font des erreurs, les arbitres font des erreurs. Ça a profité à la France, tant mieux. Ceci dit, si les All Blacks nous avaient battus sur un essai comme ça, on en parlerait encore à la télévision et dans tous les médias, ça c'est sûr. Mais bon, c'est une des valeurs du rugby de respecter les décisions de l'arbitre, quelles qu'elles soient. Et vous remarquerez la différence du football, que jamais un joueur ne s'adresse à un arbitre, encore au moins ne l'insulte, encore au moins ne le bouscule. Vous n'avez vu aucun All Black se ruer sur l'arbitre pour lui dire il y en a avant. Imaginez cette phase de jeu en quart de finale de la Coupe du Monde de foot, l'incident que ça déclenche. Alors là, bon, ceci dit, vous voyez, donc il y a des côtés qui sont restés dans le rugby, des valeurs qui sont restées dans le rugby, le respect de l'arbitre, le respect de l'adversaire, et également ce respect de l'adversaire a été traduit, et ça j'ai beaucoup aimé, par les d'honneur qui sont faites par les joueurs, les vainqueurs ou vaincus à la fin du match. Ça, c'est encore resté et c'est quand même une bonne chose. Enfin, pour finir sur la tortue, il faut rendre à la porte ce qui lui appartient. Il a trouvé une tactique que personnellement je déteste, mais qui est remarquable, puisque toutes les équipes du monde l'ont imité. Je dis bien, toutes les équipes du monde ont imité la tortue de Bègle. C'est Bègle qui l'a inventé, la porte, avec ses avants qui étaient rasés, qu'on surnommait les rapetous. Pour vous dire un peu, c'était les Dalton. Ceci dit, c'est une phase qui est anti-rugby au possible, puisque devant le porteur du ballon, vous avez entre 6 et 7 joueurs qui n'ont pas le ballon, eux, qui donc sont, pour moi, en position de hors-jeu. Qu'on le tolère, c'est pour moi un mystère, et c'est complètement aberrant. Et alors, ce qui est encore plus aberrant, ça c'est la cerise sur le gâteau que j'adore, et j'en parle dans mon livre. On ne le voit pas en Coupe du Monde, ça bien entendu, mais on le voit au niveau de certains clubs. Vous voyez un paquet d'avant comme ça qui avance, qui rentre dans l'embut, ça s'écrase. L'arbitre, dans le doute, il accorde l'essai. Personne ne sait où était le ballon, s'il a franchi la ligne, ni même qui le tenait. Et à ce moment-là, vous avez très souvent un petit malicieux qui arrache le ballon à celui qui vient de l'aplatir dans l'embut et qui se lève en montrant le ballon, en disant au stade entier « c'est moi qui ai marqué l'essai ». Évidemment, dans le rugby professionnel, il y a des primes aux joueurs qui marquent des essais. Il a été souligné là, donc le fair play qu'il y avait, mais notre collègue argentine est parti, mais il paraît qu'il n'y a que les Argentins qui étaient roublards. C'est les seuls qui ont utilisé la roublardise comme technique de jeu. Oui, Clément Poitrenaud, qui est un garçon que j'aime beaucoup, qui est très gentil, d'habitude très pondéré, et qui a un certain état d'esprit, je trouve assez agréable quand même. Clément Poitrenaud, c'est l'arrière de l'équipe de France de rugby. Il a déclaré en conférence de presse que les Argentins ne savaient pas jouer au rugby. La preuve, ils ne font que des chandelles et que des rucks. C'est cette action de jeu où on se jette sur le ballon par là. Et eux, ils discutent les décisions de l'arbitre aussi. C'est les seuls. Bon, attendez. Alors, c'est quand même assez amusant que ça vienne d'un Français, puisque, à ce que je sache, à cette Coupe du Monde, les Français n'ont jamais fait que des chandelles et des rucks. Sauf que, et la différence, elle vient de là, c'est qu'ils ont fait de mauvaises chandelles, quand les Argentins faisaient d'excellentes chandelles, et que dans les rucks, on s'est fait détruire par les Argentins, alors que les Argentins nous ont mangé dans les rucks en jouant d'une manière parfaite. Bon, je pense qu'il devait penser, ce joueur français, que les Argentins allaient à l'entraînement pour jouer à la belote,
pour boire de la tequila et puis pour parler de Maradona. Ce joueur n'a pas imaginé que les Argentins pouvaient travailler sur la manière de contrer les Français. C'est du bricolage. Alors les Argentins, qu'est-ce qu'ils font? Ils chambrent, comme on dit entre guillemets chez nous, c'est-à-dire ils parlent à l'adversaire, hein, plus ou moins. Notamment Pichot, le demi-mêlée, est un spécialiste de la chose. Je pense que quasiment tous les demi-mêlés qui ont participé à cette Coupe du Monde parlent autant que Pichot. Peut-être qu'ils ne parlent pas aussi bien. Enfin, je veux dire, ce sont des faux procès. Et la meilleure manière de répondre aux Argentins, ça aurait été de les battre. Alors, il paraît que c'est impossible. Hein. Les joueurs et l'entraîneur français ont dit que c'est impossible de battre ces Argentins. Que je sache, ils ont été battus. Ils ont même pris une sacrée raclée face à l'Afrique du Sud, qui n'a pourtant pas un jeu génial, hein, mais qui est un jeu complet, réfléchi, pensé et très travaillé. Donc on pouvait très bien battre les Argentins au lieu de les accuser de tous les maux. Il faut savoir quand même, se souvenir enfin que sur 7 matchs consécutifs, l'Argentine nous a battus 6 fois. 6 défaites en 7 matchs. Ça veut dire que Laporte n'a pas trouvé la clé hein, pour les battre. Et le prochain France-Argentine, celui-là il promet, et je ne suis pas sûr qu'il faudra que la télévision soit présente. De monsieur, une cyberbase, je crois, à Morlas, je crois, veut qu'on revienne sur le rugby à 13. Est-ce que le rugby à 13 ne serait pas l'avenir aussi Il me semble que Jean-Paul avait répondu, mais bon, une cyberbase voudrait qu'on revienne là-dessus et ça peut peut-être se compléter en partie, en toute petite partie. Au contraire de ce que tu me dis, Robert est un de mes anciens correspondants quand je travaillais à la Dépêche du Midi à Tarbes. Et il était passionné de rugby et grand spécialiste de basket. Il l'a prouvé en étant entraîneur également, de Lourdes notamment. Donc, au contraire de ce que tu dis, je crois qu'il est de notre devoir, nous qui avons connu un certain rugby, qui l'avons aimé, qui avons aimé ce jeu, qui avons aimé ces joueurs, c'est notre devoir de faire la passe. Le rugby est un jeu de passe, on doit faire cette passe orale. Si toi, ton petit-fils, tu expliques certaines choses, il n'est pas plus bête que notre, hein, il comprendra certaines valeurs et il s'en souviendra. Après, le reste, ça ne nous appartient plus. Ça appartient à ceux qui font les règles. Je t'ai dit la part de plus en plus importante que prenaient les télévisions dans ce cadre-là. Ça tient aux éducateurs. Est-ce que dans les clubs, on met les meilleurs entraîneurs au niveau de l'école de rugby ou est-ce qu'on le met au niveau de l'équipe première ? Déjà, ça peut être une base de réflexion. Si on mettait les meilleurs entraîneurs au niveau des enfants, peut-être qu'on aurait de très bons seniors. Par ailleurs, vous avez lu, vous vous doutez que cette Coupe du Monde a attiré beaucoup les enfants. Et donc, toutes les écoles de rugby ont vu leur effectif augmenter depuis un mois de à peu près 35%, même peut-être plus. J'ai vu autour de moi, j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai fait des articles. Je n'ai pas vu beaucoup d'écoles de rugby qui soient en mesure d'accueillir sainement ces 35%. C'est-à-dire que, comme le handball l'a connu avec un afflux pareil après les deux championnats du monde, la France a été sacrée, les gosses sont venus au handball, ils ont voulu jouer au handball et se sont retrouvés à une garderie. Et il y avait 40, 50, 60 gosses pour 2 éducateurs. Bon, au bout d'un moment, le gosse, qu'est-ce qu'il a fait ? À mon époque, on n'avait pas le choix. Moi, quand je suis arrivé à Tarbes, je voulais faire de l'athlétisme. Mon entraîneur, qui était un champion de France et recordman de France de 100 mètres, il m'a dit rugby obligatoire. À l'époque, à Tarbes, on jouait au rugby. À Pau, j'imagine que c'était pareil. Peut-être un peu le foot, mais c'était vraiment rare. Aujourd'hui, les gosses, excusez-moi, ils ont mis le sport. Et en plus, ils ont énormément de sports individuels, les sports de glisse et tout ce qu'ils veulent. Donc, les gosses, ils vont repartir. Et je redoute fort qu'au rugby, il se produise la même chose, que les clubs soit ne se soient pas suffisamment préparés, soit n'aient pas suffisamment de moyens financiers et humains pour accueillir tous les enfants qui vont arriver. Donc, on va les décevoir. Mais ceux qui auront le bonheur de jouer, de toucher un ballon de rugby, de se le passer, il faut leur expliquer que le rugby n'est pas né en 1995 avec le rugby pro. Que le rugby, c'est un truc depuis toujours. Enfin, pas depuis toujours, mais depuis très longtemps, depuis 1823. Et que donc ça, c'est des valeurs, et que ces valeurs, on doit les respecter. Si nous, on fait ça, écoute, Robert, c'est déjà beaucoup. Après, et le reste, c'est plus de notre ressort. Mais je suis aussi pessimiste que toi, et encore plus, je le redis, pour le sport professionnel en général.
Je pense que nous sommes arrivés à un moment où une bombe atomique va exploser dans le sport professionnel qui ne s'en remettra pas. Et ça fera le plus grand bien. Il y aura une grande lessive, ça va laver les esprits, ça va laver les corps. Ça n'empêchera pas tous ceux qui veulent faire du sport de le faire dans leur village ou tout seul avec les copains, sans organisation et sans toucher un rond. Et puis on prendra le temps qu'il faut pour réfléchir et pour bâtir quelque chose de propre et qui réponde à des valeurs humaines et autres qu'à des valeurs, aux valeurs de l'argent. Je vais quand même poser une question pour que vous me rassuriez. C'est quand même pas le rugby moderne qui a mis de côté l'éventuel français génial qui n'était pas dans cette Coupe du Monde. S'il n'y a pas eu français génial, c'est qu'il n'y en avait pas. Bon, alors, je peut-être ce qu'on a. Oui, il faut se contenter de ce qu'on a, c'est évident. Je pense qu'effectivement, on est dans une époque où il n'y a pas de joueurs géniaux, mais nous sommes aussi dans une époque, comme l'a dit le précédent intervenant, où le résultat est devenu primordial pour les clubs d'un point de vue économique, où donc le principal acteur de ce jeu, comme dans le football, n'est plus le joueur, mais est devenu l'entraîneur. À l'époque, l'entraîneur, on n'en parlait pas. Jusqu'en 1964, c'est pas loin 1964, il n'y avait pas d'entraîneur en équipe de France de rugby. L'équipe de France de rugby s'autogérait. Ils se voyaient le jeudi en arrivant à Paris, et puis ils étaient après-demain pour jouer contre les Anglais, les Irlandais, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ce qu'on peut. Et ils s'amusaient, ils gagnaient, ils perdaient, mais enfin tout le monde prenait du plaisir. Et Roger Coudert nous faisait vibrer devant notre écran de télévision, avec ses cocoricots et ses outrances. Aujourd'hui, moi je m'aperçois que le service public, parce qu'on a beaucoup critiqué TF1 pour la Coupe du Monde, et pour le fait que TF1 n'ait pas retransmis tous les matchs et fait diffuser une bonne partie des matchs par Eurosport. Mais je regrette, il y a eu une mise aux enchères des droits télévisés pour cette Coupe du Monde. Et je pense que le service public, qui avait les droits du tournoi des 5 nations, avait le devoir d'offrir la Coupe du Monde de rugby à tous les Français, d'autant qu'ils ont France 2, ils ont France 3, ils ont France 4, ils le font... 5, non, la 5, ils ne retransmettent pas de sport. Quand vous avez le sport à France Télévisions, par exemple pour les internationaux de France de tennis, Roland Garros, ils diffusent les matchs sur 3 chaînes. Ça permet aux amateurs de tennis de voir à différentes heures de la journée. C'était leur devoir. Ils ont préféré dépenser une fortune, je dis bien une fortune, pour acheter les droits en différé du football, des matchs de Division 1. Résultat, ils font 700 000 téléspectateurs de moins par dimanche que TF1 qui ne passe que des matchs étrangers. Donc non seulement ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu des téléspectateurs, mais en plus ils nous ont privés de la Coupe du Monde de rugby. Bon, pour moi, le coupable, ce n'est pas TF1. TF1 a fait son boulot, ils ont retransmis une vingtaine de matchs, et en prime time, souvent, ce qui est énorme pour eux, quand on sait les exigences d'audience qu'ils ont par rapport à leurs annonceurs. Et en plus, bon, ils sont actionnaires majoritaires d'Eurosport, et on peut comprendre qu'ils aient incité les gens à s'abonner à Eurosport. Canal+ ne fait pas autre chose avec les matchs de football. Et donc, je crois que tout le monde ne pousse pas dans le même sens, et j'espère qu'un jour on y arrivera. Mais ce qui vient de se produire avant-hier pour la désignation de l'entraîneur, du nouvel entraîneur de l'équipe de France, le successeur de Laporte, ne m'incite pas beaucoup d'optimisme. Parce que autant j'ai beaucoup d'estime, de respect, tout ce que vous voudrez pour Marc Lévremont et Émile Ntamak, je ne connais pas leur troisième associé. Ce sont des garçons bien, qui ont une connaissance du jeu très poussée, et je devine le jeu qu'ils veulent faire jouer. Mais je vois surtout que cette nomination est le fruit d'une guerre ouverte et sanglante entre la Fédération française de rugby, et je vais finir par là en vous répondant, monsieur, entre la Fédération française de rugby et la Ligue professionnelle de rugby. Il faut savoir que quand tout sport devient professionnel, la loi oblige la création d'une ligue, si bien que les responsables de la ligue ne s'occupent que des clubs professionnels, des joueurs professionnels, et la fédération ne s'occupe que des clubs amateurs et des joueurs amateurs. Mais le pouvoir est quelque chose qui doit être assez agréable à manier et à déguster, puisque
la Fédération française de rugby ne veut pas céder son pouvoir à la Ligue et que nous assistons à une guerre terrible entre Bernard Lapassé et Serge Blanco et que donc Bernard Lapassé, pour couper l'herbe sous les pieds de Serge Blanco, a nommé en un tour de main, en 3 jours, il a nommé le successeur de Bernard Laporte, alors que bon, on pouvait attendre, je pense raisonnablement, un mois, et que se tienne effectivement une réunion entre les différents responsables du rugby français à tous les niveaux pour décider quelle politique sportive on va jouer, quel jeu on va jouer, donc à partir de là, quel entraîneur on nomme. Ça ne s'est pas fait, ce n'est pas grave, le rugby français survivra, et nous irons en Nouvelle-Zélande en 2011 pour la Coupe du Monde. Nous prendrons beaucoup de plaisir à voir du jeu, et je pense qu'une fois de plus, nous la perdrons. Bon, nous venons de passer 90 minutes ensemble. On va remercier le conférencier. Merci d'être venu. Et merci au Conseil général qui a retransmis cette conférence qui sera disponible dans 1 semaine.